remercier à tous d'être là. Je ne pensais pas que ça allait attirer autant de monde que ça. Du coup, ensemble, pendant une vingtaine de minutes, on va voir comment étendre Caddy avec notre langage préféré. Mais j'aurais pu appeler cette conférence résumé d'un an de ma vie, parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait l'année dernière. Du coup, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Combrac, architecte Go React en freelance, contributeur open source, blablabla. J'ai fait du cache HTTP. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux en cherchant Darkweek, et si c'est pas dispo, c'est darkweek_dev. Là, je vais vous mettre un petit peu à contribution, donc vous et même ceux en ligne, pour choisir votre langage préféré. Ce sera utile pour la suite. J'ai essayé de mettre des langages un petit peu hype et moins hype. Donc il y a du PHP, du Python, du Go, du C, du Scala. Voilà, donc sélectionnez celui que vous voulez. Voilà, c'est bon, tout le monde a pu prendre en photo. Dommage. Du coup, à propos de Caddy, puisque on va discuter de ça pendant une vingtaine de minutes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Caddy, c'est un reverse proxy hyper performant qui a été créé par Matt Holt. Alors pas celui-là, mais celui-là, qui est quand même beaucoup plus sympa. Ceux qui me connaissent savent que je voue un culte à Matt Holt. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est très très fort. Il a créé donc Caddy, CertMagic, donc qui vous permet de récupérer vos certificats SSL hyper facilement. Il a fait du JS. On fait tous des erreurs dans la vie. Et du coup, voilà. Donc j'ai discuté avec lui et on s'est dit ce serait peut-être bien de pouvoir étendre Caddy un petit peu dans n'importe quel langage, puisque actuellement, il faut faire du Go pour pouvoir l'étendre, et c'est pas terrible. La marche est quand même assez haute à passer. Donc pour étendre Caddy, on a plusieurs possibilités. Soit on prend quelque chose qui existe, donc un Caddy module. Donc on peut le construire comme ça, donc ça va nous générer une instance de Caddy en faisant xcaddy build. Donc xcaddy, c'est le binaire qui nous permet de construire notre nouvelle instance de Caddy, et par exemple là on rajoute le cache handler dedans. On peut aussi utiliser la web UI si jamais vous êtes fâché avec le terminal. Vous sélectionnez vos paquets, votre plateforme, et vous cliquez sur download, et normalement le serveur vous prépare votre binaire que vous pouvez glisser en FTP sur vos serveurs. Donc comment on peut étendre Caddy? J'en ai parlé, il faut faire du Go. Donc là, on a un petit peu de code Go, on définit un package, donc qui est notre nouveau module. On importe Caddy V2, qui est la version 2 de Caddy, et la fonction init sera la première fonction à être appelée. On registre notre module, on définit une structure, qui est notre module en tant que tel, et on implémente le module interface, avec la méthode qu'on rattache à notre structure, donc le Caddy module qui retourne un module info. Ensuite, quand on va charger de la donnée, on va vouloir préparer notre module. Donc pour ça, on a la méthode provision. Si ça retourne une erreur, ça arrête de charger ce module. Et en dessous, on type check que ça implémente bien le provisionneur, l'interface provisionneur. Quand on veut faire des middleware en Go, il faut implémenter le serve HTTP. Donc là, c'est un serve HTTP un petit peu glorifié, propre à Caddy, qui prend un response writer qui est votre response HTTP, votre request et le prochain middleware à appeler. Et du coup, généralement, on return l'erreur potentielle du prochain middleware. Donc là, on est content, on a fait pas mal de Go, ça fait mal au crâne si on n'est pas habitué. Et du coup, le problème avec l'approche en Go, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour du module, on est obligé de reconstruire notre instance. On n'a pas de système un petit peu dynamique, comme on peut avoir, par exemple, en chargeant dynamiquement du Ruby, du PHP, etc. Et donc pour ça, on va se dire, bon bah ok, est-ce qu'on ne peut pas plutôt utiliser des interpréteurs? Donc par exemple, FrankenPHP permet d'interpréter du PHP, ou on a aussi le module de Caddy, CaddySnake, qui permet d'interpréter du Python. Donc pourquoi on utiliserait des interpréteurs? Déjà, ils gèrent eux-mêmes leur propre runtime, donc tout est packagé dedans. Vous n'avez pas de dépendance, et ça simplifie vos déploiements, puisque vous n'avez qu'un seul binaire à gérer. Et pourquoi on n'en choisirait pas? En fait, c'est un interpréteur par langage. Et donc, quand le langage évolue, il faut refaire une nouvelle mise à jour. Et c'est pas terrible. Ça veut dire aussi que vous gérez séparément vos interpréteurs. Ou alors, vous avez un gros monolithe avec tous les interpréteurs possibles, mais
bah, tous les jours, vous faites une mise à jour parce que les langages évoluent séparément, quoi. Et ensuite, on a vu aussi dans FrankenPHP que réimplémenter les types d'objets, c'est hyper relou. Il y a eu un blog post de Kevin là-dessus. Et c'est pour ça que dans FrankenPHP, quand on veut écrire du Go et le passer au PHP, enfin que le PHP renvoie à du Go, on va utiliser un tableau associatif qu'on va désérialiser en JSON derrière. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plutôt un système unifié pour que notre système fonctionne, peu importe le langage, et qu'on puisse charger à la volée des modules, des extensions de Caddy écrits dans n'importe quel langage. Et donc pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle Wasm. Donc je ne sais pas si ici, il y en a qui connaissent Wasm déjà. Mais donc Wasm, qu'est-ce que c'est? Wasm, c'est pour WebAssembly. Ça a commencé en 2015 un petit peu, c'était un POC. 2017, ça devenait un peu plus robuste. Et 2019, ils se sont dit, bon là, c'est prod ready. Bon, ça ne l'était pas totalement, mais ils ont essayé des trucs. La promesse, c'est d'avoir des performances natives, puisque ça va être un binaire derrière qui va être interprété. Donc vous n'avez pas de surcouche d'interpréteur derrière. Et donc l'idée aussi, c'est vous le construisez une fois, vous pouvez le lancer n'importe où. Donc ici, on a tous les langages un petit peu compatibles avec Wasm. Et donc si tous ceux qui ont scanné le QR code se disent, bah, ils étaient un peu tous dans la liste. Et donc ce n'était pas une liste aléatoire de langages qui vous étaient fournis. Et quand on va sur la doc de Wasm, on a ça. Donc là, on est content, quand on a des bugs avec Wasm, de voir que leur doc bug aussi. Donc blague à part, comment ça marche Wasm? À gauche, vous avez le langage en entrée, donc du C, C++, Rust, etc. Ensuite, ça va le transformer en registre d'instructions, puis le compiler en Wasm pour chaque plateforme. Donc x86, ARM, et maintenant il y a même RISC-V aussi qui est supporté. Donc à gauche, ici, vous avez le tableau de compatibilité de Wasm Core, Wasm dans le navigateur, Wasm via WASI, qui est quelque chose dont on parlera par la suite, et SpinSDK, qui est quelque chose qui va embed en fait votre plugin Wasm et essayer de le faire tourner peu importe où il est. Et à droite, on voit deux façons de faire. Donc vraiment tout à droite, vous avez les RPC, donc les Remote Procedure Call. Et c'est de cette façon qu'on essayait de charger un petit peu les modules à l'ancienne. Mais ça veut dire avoir un process qui tourne en permanence, qu'on va appeler sur une URL ou un truc comme ça, et qui nous retourne de la donnée. Et après, sur la gauche du schéma, on voit qu'on va charger de manière binaire sous le module Wasm du Go, du Rust, du C, et ce sera embed dans notre runtime, dans notre application directement. Donc on n'a plus vraiment de RPC derrière à faire et à gérer les requêtes, les responses de nos appels. Et donc comment on fait pour charger un plugin Wasm dans Caddy? Donc tout d'abord, on essaye de lire le fichier Wasm. S'il y a une erreur, on s'arrête. Et on essaye de le compiler. Donc wa0rt, c'est le runtime wa0, qui est une implémentation de Wasm en Go et sans dépendance externe, que ce soit AC ou d'autres libs. Et du coup, pareil, si ça foire, on s'arrête. Ensuite, on crée une nouvelle configuration pour notre module. On lui dit qu'il va utiliser le wall time, donc qui est l'interprétation du temps qui passe, en fait. Et les start functions, donc c'est les fonctions qui vont être exécutées au lancement du plugin. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle l'ABI, donc l'Application Binary Interface. Et c'est ce qui standardise un petit peu le chargement des plugins Wasm. Ensuite, on crée, à partir de notre module Wasm, un nouveau middleware. On lui passe le contexte, donc le contexte de la requête généralement, le code du plugin, et on lui file sa config. Et ça va être parti, on va créer notre module Wasm. Et donc c'est là où je vous ai mis à contribution pour choisir votre langage préféré.
Et donc, on va aller voir. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'en France, on s'en fiche de vos choix. Donc, donc, on va partir sur un petit langage que tout le monde aime, JavaScript. Mais pas simplement JavaScript. JavaScript avec une surcouche qui s'appelle AssemblyScript. Et donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, on gère une requête, on retourne un int 64, on peut faire du console log et tout, et dans le handle response, on prend 2 int 32 et on retourne void. Et là, on ne comprend pas trop, parce qu'on va retourner des adresses mémoire, etc., donc pas terrible à gérer. Et après, quand on essaye de charger ça, ça respecte le contrat d'interface du handle request, handle response, mais on a des erreurs comme ça. Notamment le module env qui n'est pas instancié, envBoard qui n'est pas instancié, envMemory pareil, et il ne peut pas détecter la version de WASI. Et donc, ce qui m'amène à vous parler de WASI. Donc WASI, c'est pour WebAssembly System Interface. Ça nous fournit un set d'API, ça peut être lancé en dehors du navigateur, et ça nous donne des accès au file system, console, etc. Et donc avec ce tweet-là, on voit que AssemblyScript déteste WASI, parce que pour eux, ça doit toujours être lancé dans le navigateur. Et WASI, c'est vraiment pour le lancer n'importe où. Et eux, ils sont contre ça, parce que le progrès, on s'en fiche. Donc comment maintenant, notre nouvelle problématique, c'est comment charger un plugin WASI dans Kadi. Comme ça, au moins, on a un système vraiment cadré qui respecte une interface. Donc pour ça, j'ai créé un petit projet qui s'appelle Wasm, en référence à la ville, le quartier de Lille. Parce qu'en fait, comme ça, vous avez plein de modules qui vont être chargés, et c'est un peu comme les maisons de toutes les couleurs du Nord. Ouais, on a les références qu'on a. Et donc, comment ça s'installe? Vous faites un xkadi build avec ce paquet. Et après, vous avez une déclaration de Kadifile comme ça. Donc, pour localhost, on va charger 2 plugins Wasm, un qui est écrit en Go et compilé en Wasm, et l'autre qui est écrit en JavaScript et compilé aussi en Wasm. L'idée de ça, derrière, c'est avoir des performances très rapides. On va charger en mémoire directement les plugins dans un pool. Donc comme ça, si on en a besoin de plus, on va pouvoir en faire spawner plus et les retirer de la mémoire si jamais on n'en a pas besoin. Là, au moins, vous n'avez plus qu'un seul binaire, plus les fichiers Wasm que vous avez besoin. Et ça supporte WASI et Wasm directement dedans. Et au moins, vous n'avez plus besoin de recompiler votre Kadi, puisque vous pouvez juste mettre à jour les fichiers Wasm, et lui, automatiquement, il va détecter les changements. Donc comment ça se passe en JavaScript? Vous avez juste à faire un import handle Wasm du package Wasm. Vous définissez handle request, handle response. Vous faites de la mutation dedans, etc. Et après, vous retournez l'input et ça marche. Donc comment on le compile? Vous aurez besoin de sbuild pour passer d'un fichier JS avec des imports vers un fichier JS qui, lui, n'a plus d'import, qui a tout dans un seul fichier. Et ensuite, on va utiliser un outil qui s'appelle Javi, qui permet de compiler en fait, du JS en Wasm. Et en PHP, parce que c'est plus fun. Du coup, ici, vous récupérez, en fait, vous définissez que vous allez retourner une réponse JSON. Vous récupérez la requête get, la méthode plutôt. L'URI, donc le pass sur lequel il tape, et vos headers. Et après, on construit un objet response qu'on va qu'on va encoder en JSON et qui match en fait ce qu'on attend dans le retour de cet appel. Merci. J'ai essayé de rattraper le temps comme je pouvais. Mais...